Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de notre balado sur l'insertion et la pratique professionnelle en enseignement. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet incontournable et qui a amené énormément de discussions dans les dernières années, l'évaluation. Pourquoi on évalue? Pour qui on évalue? Est-ce que nos pratiques sont encore au goût du jour? Est-ce qu'on peut transformer nos pratiques pour les rendre plus pertinentes, plus adaptées aux besoins des élèves? Et j'anime ceci aujourd'hui avec François de Caroufel. Bonjour! Bonjour Pascal, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, l'évaluation, c'est souvent perçu comme assez complexe, hein, Pascal? Les enseignants, parfois, ils vont angoisser avec ça. Puis on a des invités formidables avec nous, Jean-Luc Lemieux et Alexandra Chassé, enseignante au secondaire. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. On parle énormément d'évaluation. C'est normal, ça nous demande beaucoup de temps comme enseignants. Et force est de constater qu'on est dans un système qui nous demande de produire une première communication et 3 bulletins par année, puis qu'ultimement, bien, ce bulletin-là, il sert à informer les parents. On constate, par exemple, que c'est peut-être pas les seules raisons d'être de l'évaluation, puis on peut parfois perdre de vue l'utilité de tout ça. Alors, je pose la question aux experts. Dites-nous, je vais commencer par Jean-Luc, pour qui on évalue, puis pourquoi on évalue, à ton avis? Bien, en fait, là, en évaluation, là, on a 2 objectifs principaux. Il y a un objectif qui est de certifier les acquis, puis il y a un objectif aussi qui est de soutenir l'apprentissage. Certifier les acquis, on est vraiment dans l'idée de prendre une photo, avoir une note, voir si l'élève passe à l'étape suivante, à l'année suivante, etc. C'est la partie bulletin, là. Exact. Où là, on va aller sous forme d'examen souvent, ou ce qu'on connaît pas mal de l'évaluation. Mais il y a aussi un objectif qui est de soutenir les acquis. Donc, de dire à l'élève où il est rendu par rapport à nos attentes, qu'est-ce qui lui reste aussi à faire pour obtenir la cible qu'on va lui avoir mentionnée. Fait que toute l'idée de rétroaction, de l'informer, comment il progresse. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'évaluation en enseignement. Alexandra, as-tu quelque chose à ajouter? Bien, je suis totalement d'accord avec ce que Jean-Luc dit. J'ajouterais peut-être justement la progression des apprentissages, là, parce que l'élève, il faut aussi penser, en tout cas personnellement, une note, c'est pas nécessairement fixe. Et l'élève, il doit voir aussi que c'est une progression, il peut s'améliorer, puis que ce qui se passe en première étape, ce sera pas la même chose à la 3e étape. Si l'élève me démontre que, finalement, ce qu'il maîtrisait pas, il le maîtrise maintenant, bien, ça peut changer, c'est pas fixe. C'est une progression qui permet aussi d'aller chercher ce que l'élève a besoin et dire « Hey, qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que je peux améliorer? » Oui. Puis comme enseignante, je pense aussi que ça sert à ajuster notre planification. Tu sais, quand je fais du mentorat et quand je mentor, je dis souvent à ton enseignante, on aura beau créer la meilleure planification, mais ultimement, c'est la planification flexible qui va être la meilleure. Tu n'auras pas le choix de la réajuster parce que tu vas avoir des observations quand tes élèves vont apprendre. Tu vas noter des choses, tu vas constater des choses, puis il va falloir que tu l'ajustes en fonction de ce que tu découvriras. Donc, je pense que c'est super important de tenir ça en compte. Oui. Jean-Luc, j'aurais une petite question pour toi. Là. Dans les dernières années, on entend beaucoup parler de triangulation. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu ce que ça signifie et comment on met ça en pratique là, dans notre classe? Bon, allons-y sommairement. Triangulation, on va faire des maths, 3 côtés, donc 3 éléments. Production, on peut aller en conversation ou si on peut aller en observation. Donc, ce que ça veut dire, prenons celui qu'on connaît un petit peu plus, les productions. Donc, lorsque je demande à un élève, par exemple, de faire un examen, bien, on va avoir une production de l'élève qu'on va pouvoir noter, on va pouvoir corriger, puis on va avoir une trace d'évaluation. Mais il n'y a pas juste ça. Ça, c'est un peu, Jean-Luc, ce qu'on est habitué de voir chez les enseignants. Là. Exact. Okay. C'est comme de base ce qu'on fait.
Mais on peut aller ailleurs aussi, dans nos 2 autres côtés du triangle, qui sont les conversations et les observations. Conversation, on va plus être on va mettre les élèves en conversation entre eux, ou nous, on pourrait avoir une conversation avec un élève, mini-entrevue. Souvent, avec les plus petits, on va voir ça. Hein? Prenons un exemple d'un élève de première année qui ne sait pas encore écrire. Bien, si je veux l'évaluer, bien, une mini-entrevue pourrait être... donc, on va plus être dans une conversation. Et la partie observation, où là, je pourrais mettre mes élèves, par exemple, on va le voir en mathématiques, on pourrait mettre nos élèves en travail sur une surface verticale au mur où ils ont un problème à résoudre, ils vont travailler en équipe, et là, nous, on va pouvoir aller observer le travail des élèves. Naturellement, pour ces 3 éléments-là, bien, ça prend aussi des critères pour évaluer. C'est ce qui fait que c'est peut-être un petit peu plus, je vais dire, facilitant de travailler avec des productions. Il y a peut-être un plus grand défi au niveau des conversations, des observations. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus transparaître dans nos classes au secondaire. Puis Alexandra, de ton côté, toi, comment ça se vit au quotidien dans ta classe, cette triangulation-là? Est-ce que tu utilises ces 3 éléments-là dans ton évaluation? Puis j'aimerais rajouter en plus, particulièrement vu que tu es au secondaire, tu vois tes élèves peut-être un petit peu moins souvent que des enseignants du primaire. Fait que comment ça s'articule, tout ça, la triangulation des traces dans ta classe? Bien, moi, je suis quand même prof de maths, donc les élèves, je les vois assez fréquemment, facilement 3 à 4 fois semaine, là. Mais en mathématiques, surtout en mathématiques, on a tendance à penser qu'on est toujours dans la production, et c'est ce qui a été vu dans le passé, ce que moi, personnellement, j'ai eu comme enseignement de la part de mes profs. Mais j'utilise souvent de la conversation avec mes élèves. Par exemple, je ne sais pas, en statistique. En statistique, moi, je trouve que ce qui est important, et qu'on suit aussi à la PDA, on veut que les élèves soient, oui, en mesure de faire des beaux graphiques, mais théoriquement, c'est beaucoup plus important que l'élève soit capable de comprendre un graphique, lire un graphique et interpréter toutes les informations d'un graphique. Donc, conversation, pardon, j'ai mis, par exemple, des graphiques de plusieurs situations que j'ai prises sur Statistique Canada, sur des statistiques que les élèves les intéressent plus, au hockey, dépendant de mes élèves. Je mets ça autour de la classe. Les élèves doivent se promener en petite station, parler entre eux. OK, qu'est-ce qu'on voit dans le graphique? Qu'est-ce que je peux lire? Qu'est-ce que je peux interpréter? Si on continue la tendance, qu'est-ce que ça va nous amener à avoir comme conclusion? Moi, à partir de ce que les élèves me disent, je suis capable de prendre des notes. Est-ce que l'élève maîtrise bien les notions? Est-ce que l'élève est capable de décortiquer, de comprendre et de lire, interpréter? Est-ce que je pourrais le faire à l'écrit, en production, totalement, mais c'est beaucoup plus le fun pour les élèves, premièrement. Ils se sentent souvent moins en évaluation, parce qu'on dirait que c'est moins théorique de « Oh mon Dieu, il faut absolument que je mette ces mots-là de vocabulaire, il faut que je mette ça, il faut que j'écrive ça. » Mais là, c'est plus fluide, les élèves, ils parlent entre eux. « Hey, regarde, qu'est-ce qu'on se passe? » Puis là, les élèves, ils échangent entre eux. Ça amène des meilleures discussions que s'ils étaient tout seuls devant une copie papier. Ça les amène plus Et loin, ça, parce oui, qu'ils sont en totalement. équipe souvent aussi, là, de ce que j'entends. Vraiment. Oui, tout le temps. Je vais en profiter pour parler aussi un petit peu du primaire. On a deux personnes qui sont, dont vos mandats sont au secondaire. François et moi, on est plus au primaire. Au primaire, on est généraliste. Hein? Ça veut dire qu'on enseigne toutes les matières. Puis, dans les dernières années, on s'est rendu compte qu'il y a des matières qui s'y prêtent très bien. Je ne vois pas comment évaluer la communication orale, par exemple, autrement qu'en observant puis qu'en écoutant des conversations. Mais, dans les dernières années, là, il y a eu l'apparition de CCQ l'année dernière. C'est sûr que ça aussi, observer des conversations d'élèves, c'est beaucoup plus riche que de rendre sur papier. Puis en français, dans les dernières années, on a vu aussi les entrevues de lecture qui sont devenues super populaires, où là, c'est comme si on allait enlever tout l'obstacle de l'écriture à l'enfant, parce que l'enfant, quand il faut qu'il pense à « OK, je comprends mon texte, je comprends la question, maintenant, il faut que je compose une phrase avec tout ce qu'on sait que ça demande. » C'est très surchargeant pour un élève du primaire écrire. Le geste graphique, les bons mots, l'orthographe. Mais là, c'est comme si on enlevait tout cet obstacle-là pour se concentrer seulement sur la compétence à, dans ce cas-ci, comprendre en lecture. Fait que ça peut être vraiment gagnant. J'ai dernièrement aussi évalué mes causeries maths en mathématiques. On fait une causerie, j'évalue comment les élèves discutent entre eux en raisonnement, jusqu'où ils vont, est-ce qu'ils font des erreurs. Puis je vais vraiment l'évaluer comme si c'était une évaluation écrite. C'est une erreur mineure, c'est une erreur conceptuelle. Fait que ça peut être super intéressant, là, finalement, d'avoir accès à cette partie-là du cerveau de l'enfant dans nos classes au quotidien. Si je peux ajouter quelque chose, en fait, parce que tu as dit beaucoup de bons éléments, mais
circuler, aller à la rencontre des élèves quand on observe, c'est vraiment important. Puis on part avec des bonnes grilles aussi. Il faut avoir des grilles avec des niveaux, des grilles descriptives détaillées pour savoir ce que vaut un A, un B, un C ou un D. Comme ça, c'est rapide quand on arrive. Ça peut être une grille interactive, mais ça peut être aussi simplement une liste d'élèves qu'on va utiliser avec un code de couleur. Fait que quand on va aller à la rencontre des élèves, ça va être rapide, puis on va pouvoir tout de suite mettre une note puis apprécier son travail. Puis j'en profite pour t'arrêter 2 secondes, François, pour te dire que, tu sais, quand tu parles que tu te promènes avec ta grille, que tu as des critères, tu sais, c'est important aussi, des fois, ces critères-là, il faut absolument que ça soit des critères ministériels parce que des fois, on se prête des grilles comme enseignant, ça fait une couple d'années que c'est utilisé, puis des fois, bien, c'est pas les bons critères qui sont là, ou encore, il y a certains profs qui ont tenté d'ajouter des critères parce qu'ils trouvaient que c'était une bonne idée de l'évaluer, mais peut-être que dans ton niveau à ce moment-là, bien, c'est pas un critère ministériel qui est évalué, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ça. Exactement. Puis c'est important aussi de ne pas se mettre la pression quand on va aller observer, d'observer tout le groupe dans une période. C'est impossible, on n'y arrivera pas. On va cibler des groupes d'élèves pour qui on a besoin de traces supplémentaires parce qu'on a une incertitude, puis c'est eux qu'on va aller cibler. Tu parlais d'entrevue de lecture tantôt, super profitable. On va aller à l'oral évaluer l'élève avec des réactions, par exemple, ou de l'appréciation, où on va lui demander de faire un rappel. Donc, c'est des stratégies super efficaces. Puis, il reste la production en bout de ligne aussi, qui est encore un bon élément pour une bonne modalité pour évaluer. Là, c'est encore bon. Donc, c'est de varier ces traces-là pour avoir un portrait général, global de notre élève. Puis, il faut laisser le temps d'apprendre. Il faut laisser à l'élève le temps d'apprendre avant de porter un jugement final sur son résultat. Puis après ça, on fait un bulletin. Souvent, on va arriver, on va faire 2 évaluations. Il faut avoir une multitude de traces, une diversité dans ces traces. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur la triangulation. Hey, dis-moi, Jean-Luc, est-ce que c'est obligatoire de trianguler? Est-ce que c'est dans la loi sur l'instruction publique d'avoir des observations, des discussions puis des productions pour porter un jugement final sur nos élèves? Bien non, il n'y a pas d'obligation. Par contre, on nous parle beaucoup de jugement professionnel. Puis je vais revenir sur ce que tu as parlé, François. En fait, puis c'est pas pour rien qu'on a plus de production dans nos classes, là. C'est vraiment l'outil qui est le plus commun et le plus simple. Mais c'est là que ça devient intéressant d'utiliser les conversations et les observations pour peut-être venir moduler le résultat d'un élève, par exemple, qu'on pourrait avoir. Donc, d'aller... tu sais, moi, j'ai déjà entendu je trouve ça tellement dommage que cet élève-là, cette note-là, il ne vaut pas ça. Ah ouais, mais là... Si tu le sais que ça vaut quelque pas, chose, ben là. oui. Fait que là, il se passe quelque chose. Fait qu'est-ce que je peux, avec des observations, avec une conversation avec l'élève, venir prendre d'autres traces et dire, ben oui, je peux justifier que cet élève-là a compris. Donc, il n'y a pas d'obligation. Mais quand on nous parle de jugement professionnel, ben c'est ce que ça vient nous aider à faire. C'est une belle analogie qu'on pourrait faire, c'est avec un professionnel de la santé, par exemple. Si je vais voir un médecin, ben oui, il va peut-être me faire passer des examens, donc il va avoir des productions là qui vont sortir, mais il va faire d'autres choses, il va parler avec moi, il va m'observer, il va aller chercher d'autres informations pour poser son diagnostic. Ben, c'est un peu ça aussi. On va se fier sur nos productions, mais on peut aller chercher d'autres choses aussi sous d'autres formats avec notre triangulation. Merci. Puis, tu sais, je pose pas la question pour rien. Parce que maintenant que tu nous déposes ça, que c'est pas obligatoire, mais que ça nous aide vraiment à avoir un meilleur jugement professionnel, bien, des fois, quand on est en insertion professionnelle, par exemple, on vient d'arriver dans une nouvelle école ou dans un nouveau niveau ou les deux, on déborde juste par ça. Ou encore, bien, on n'est pas en insertion professionnelle, mais on vit des grands enjeux de gestion de classe pendant une année ou des soucis personnels. C'est comme si je me demande si c'est toujours réaliste de faire ces changements-là, puis d'amorcer un début de changement de pratique. La mentor en moi a un peu l'impression qu'il faut choisir ses moments. T'sais. Il faut être dans des bonnes dispositions mentales puis environnementales pour faire ces changements-là. Puis, bien, on dirait que ça enlève un petit peu de pression sur nos épaules de savoir que c'est pas dans la loi, c'est pas une obligation. Mais si on y croit, on peut se poser la question, moi, est-ce que ça me parle, cette affaire-là? Est-ce que j'y crois que je pourrais aller chercher des informations supplémentaires sur mes élèves? Est-ce que ça me plaît, cette idée-là aussi, de dire, bien, je vais aller prendre des traces en discutant? Ça peut être assez plaisant. Puis, est-ce que c'est un bon moment actuellement? Puis, si la réponse à ces 3 questions-là, c'est oui, bien là, on peut commencer à penser, bon, bien, ça va être quoi ma première étape? Ça va être quoi ma première cible pour amorcer mon changement? Puis mes pratiques d'évaluation vont de pair avec mes pratiques pédagogiques aussi. Oui, tout à fait. Donc,
quand je veux commencer à faire un peu plus d'observation ou de conversation, bien, naturellement, je dois mettre mes élèves dans ces contextes-là, en apprentissage aussi. Puis c'est là, à travers ça, que je vais pouvoir, moi, porter mon regard ou regarder au niveau de l'évaluation. Donc, les deux vont ensemble, là. Fait que c'est pour ça que c'est pas un changement qui est si simple, là. Non, c'est pas nécessaire au départ de le faire, c'est graduellement. Puis effectivement que c'est bien de faire baisser la pression parce que ça peut faire peur parfois. Quels sont, selon vous, les freins les plus courants? Pourquoi les enseignants ils sont réticents à changer les pratiques? Alexandra? Bien, il y a peut-être une peur de pas réussir parce que justement, c'est nouveau. Puis... Mais dans la vraie vie, c'est correct de faire des erreurs. Puis moi, j'en essaye tellement des choses avec mes élèves. Là, mes élèves, je leur dis, c'est mes cobayes. J'essaie des fois, puis ça marche pas tout le temps. Puis c'est pas tout le temps optimal et c'est correct. Mais il y a aussi peut-être, il y en a qui manquent de ressources parce qu'on n'a pas tendance à aller voir directement notre CP. Hey, j'aimerais savoir une formation pour peut-être évaluer différemment, pour amener des choses différentes. Moi, je sais que personnellement, j'ai été entourée de merveilleux enseignants associés pendant mes stages qui étaient super ouverts d'esprit dans leur façon d'évaluer, d'enseigner. Donc, c'est sûr qu'avoir un bon entourage, c'est aussi... C'est aidant. C'est vraiment aidant, oui. Il y a, si je peux me permettre. Bien sûr. Certainement. T'es là pour ça. Oui, merci. En fait, on a déjà eu un monsieur qui est venu nous voir, là, M. Philippe Tremblay, qui a travaillé beaucoup sur le co-enseignement, tout ça, puis il a nommé quelque chose de vraiment intéressant. Il a dit, tu sais, parfois, là, si on veut prendre des risques pédagogiques, ben tu fais pas ça tout seul. C'est là que c'est intéressant d'être deux. Je trouve que l'exemple est bon de dire c'est une grosse étape de se lancer. Bien, si on a quelqu'un qui nous accompagne là-dedans, que ce soit un collègue, un CP, un mentor, bien là, ça devient intéressant. On peut l'essayer, on peut prendre le risque de l'essayer, puis après ça, bien là, on voit comment ça fonctionne, puis on développe cette habileté-là. Pascal, j'ai une question pour toi. Toi, tu es une mentor, puis tu as beaucoup de mentorés. C'est quoi les risques d'aller dans ce sens-là, de changer ses pratiques? Bien, c'est sûr que il faut les analyser, ces risques-là, dans le sens que les craintes qu'on a, ils sont super valides, ils sont normales. Si on croit aux avantages que ça a, mais l'idée, c'est vraiment d'anticiper les obstacles. Qu'est-ce qui me fait peur, moi, comme enseignante, de commencer ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai un frein? Puis, vous l'avez dit, souvent, ce qui revient beaucoup, c'est la gestion de classe. Hey, oui, mais là, moi, pendant que je vais observer mon petit groupe de 4, là, Thomas, il va se désorganiser, je le sais, puis il va être avec Alex, puis là, ça ira pas bien, puis... Si on sait que c'est ça qui nous fait peur, bien, allons nous entourer, comme Jean-Luc dit. On va demander, on a des orthopédagogues qui peuvent venir en classe. Maintenant, au primaire, on a des merveilleuses aides à la classe qui peuvent venir aider. On peut aviser la TES. Écoute, j'ai un chantier là, dans ma classe, là, cette période-là, j'aimerais vraiment ça si tu venais faire un petit tour, une demi-heure pour m'aider à gérer mes élèves puis me permettre de me concentrer. Les mentors, on peut servir à ça aussi. Fait que, si c'est la gestion de classe, bien, il faut l'anticiper. Ce qu'on se fait dire régulièrement aussi, c'est « Ah oui, mais moi, mes collègues, là, je travaille vraiment en équipe avec eux, puis eux, ils préfèrent avoir des examens papier, puis là, j'ai pas le goût de les confronter là-dessus. » Bien, je pense que ça se nomme, ça, de dire « Hey, moi, je te respecte vraiment, tu sais, puis si toi, tu n'as pas envie de faire ces changements-là dans ta pratique, tu n'es pas obligé, puis si tu es confortable, puis tu trouves que tu es capable de faire un jugement professionnel avec tes productions, tant mieux. Moi, j'ai le goût d'essayer quelque chose, tu sais, fait que je te l'impose pas, je te dis que je vais l'essayer, puis je te redonne des nouvelles, puis on en jasera plus tard, tu sais. Je pense qu'il n'y a personne qui peut être contre ça, le fait que toi, tu essayes des choses dans ta classe. Des fois, on peut aller se valider aussi avec juste aviser nos directions. Hey, sache qu'il y a des changements que je vais faire dans ma classe. Tu sais, c'est possible que tu en entendes parler, mais au moins, on se sent plus appuyé. On a aussi souvent la crainte de la réaction des parents. Moi, je me fais dire, oui, mais là, s'il y a un parent qui me demande pourquoi il y a eu 70, puis que j'ai pas 3 évaluations, production, je ne sais pas comment je vais prendre ça, puis je ne sais pas si je vais être capable de me débrouiller. Bien, ça aussi, ça se prépare. Tu sais, moi, en rencontre de début d'année, je le dis toujours aux parents, je ne sais pas dans quelle classe votre enfant était l'année passée ou dans votre école, mais ça se peut que cette année, vous trouviez que vous receviez un petit peu moins d'évaluations papier qu'à l'habitude. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux faire quand je veux évaluer
des discussions puis que je veux évaluer vos enfants par observation. L'idée, c'est d'aller chercher vraiment des enfants qui sont pas capables de se mettre en lumière quand ils se rendent sur papier. C'est vraiment d'aller chercher... Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas accès au cerveau des enfants parce que pour plein de raisons, ils sont pas capables de mettre ce qu'ils valent réellement sur une production papier. Mais moi, je te dis que je suis en train d'aller chercher tous les enfants en faisant ça. Il n'y a pas un parent qui est contre la vertu, là. On est en train de dire que c'est avantageux, ultimement, pour l'enfant de faire ça. Il n'y a pas un enseignant qui va aller baisser sa note suite à une conversation avec un élève alors qu'il était à 90 dans ses productions avant, tu sais. Fait que je pense que les parents, ça se prépare. Puis le fait, comme François, tu disais tantôt, d'avoir des listes à cocher, des codes, bien, on a quand même une trace papier de quelque chose qui s'est passé, tu sais. Oui, puis l'évaluation, au bout de la ligne, ça sert aussi beaucoup à réajuster son enseignement. Fait que c'est sûr que dans nos conversations, dans nos observations, c'est là qu'on va se rendre compte de ce que les élèves ont bien appris ou moins bien appris. Fait que là, on va se réajuster par la suite. Donc, l'évaluation, en mettant une note ou une cote, c'est pas nécessaire d'en avoir plusieurs, beaucoup. Tu sais, en autant qu'on ait des bonnes traces pour savoir où sont rendus nos élèves dans leur apprentissage. Oui, des traces qui sont significatives. Exactement. Exact. Une chose que j'entends régulièrement aussi, c'est j'aimerais ça faire des changements, mais je suis trop dans le jus. J'ai trop d'affaires à faire. Là. Puis on le sait comment ça va vite dans une école. Puis les enseignants, mon dos, on en a de la charge sur nos épaules, là, des responsabilités. Toutefois, ce que j'ai remarqué quand j'ai effectué mon changement de pratique, puis quand j'accompagne des enseignants qui font ce changement de pratique-là, c'est qu'ultimement, là, quand tu es dans ta classe pendant ta période en train de remplir des petites grilles, puis d'évaluer en observant, puis en discutant, bien, c'est une méchante grosse pile de moins dans ta pile de correction pour ta prochaine période libre, tu sais. Fait que ça peut prendre du temps au départ, le planifier, mais ultimement, tu vas sauver du temps à long terme parce que tu as moins de corrections. C'est ce que j'entends souvent. Alexandra, tu es une jeune enseignante en insertion professionnelle. Puis je me demandais ce qui t'avait poussé à te lancer dans l'évaluation différente. C'est une situation particulière au secondaire aussi. C'est pas comme au primaire. On les voit moins. On est moins souvent avec eux. Donc, pourquoi tu t'es lancée dans ça? Bien, tout d'abord, moi, j'ai quand même travaillé dans 4 centres de services scolaires avec le peu de carrière que j'ai, ce qui est quand même impressionnant. Puis j'ai travaillé avec des élèves en francisation qui parlaient pas du tout français dès leur arrivée et des élèves dysphasiques, dysorthographiques, nommez-les toutes, on en a tous eu dans nos classes. Puis moi, ça me faisait tellement de peine de voir... Je trouve que c'est pas normal qu'on se dise « Hey, comment ça, cet élève-là, il comprend, mais ses notes, ça reflète pas. » Bon, mais c'est parce que nos évaluations sont pas cohérentes avec ça. Puis souvent, je sais pas, on parle en maths « Hey, l'examen du ministère, ça, c'est aussi un autre frein qui fait en sorte qu'il y en a qui veulent pas se lancer là-dedans. Mais pourquoi mes élèves en francisation, qui parlaient pas du tout français dès leur arrivée, est-ce que je leur donnais des examens style ministère ou des compétences 1, que c'est 2 pages de texte, lecture? De résolution de problème. Mais non, parce que mon élève de francisation, il aurait passé toute sa vie à traduire avec un dictionnaire. Mais est-ce que je peux l'évaluer en me permettant de voir s'il comprend bien en maths, même s'il ne maîtrise pas le français et qu'il n'est pas bilingue? Bien, totalement. Et là, avec cette expertise-là que j'ai eue ou que j'ai eue de mes enseignants associés, mais je me dis pourquoi je ne peux pas l'emmener dans ma classe pour mes élèves qui sont dysphasiques, que leur démarche en maths, là, c'est donc important, tout le temps des belles démarches en maths claires, nettes et précises, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Puis on parle, mettons, filles, garçons, là, même si on fait une généralisation, les filles, ils vont mieux rentrer dans le cadre qu'on a en ce moment d'établi. Moi, j'étais une élève qui rentrait bien dans le cadre parce que je faisais tout le temps ce qui était demandé, des belles petites démarches, des beaux ci, des beaux ça. Nos petits garçons qui font des démarches que c'est un beau vomi mathématique, mais qui comprennent, là. Pourquoi, eux, je peux pas aller chercher? Pourquoi ils pourraient pas aussi bien performer qu'une jeune fille qui fait des belles démarches avec son beau surligneur de belles couleurs? Bien, c'est parce que, justement, en modifiant nos façons de faire, je me suis dit, je vais aller les chercher, ces élèves-là, parce que tout le monde dans ma classe mérite d'être à son plein potentiel. Et clairement, que des productions mathématiques, ça ne permet pas à mes élèves d'aller les chercher à leur plein potentiel. Oui. Ça a été la... Vas-y. Je trouve que tu as un bel exemple parce que prenons l'exemple de nos élèves qui ont de la difficulté avec leurs traces. Bien, ça, c'est un des critères d'évaluation. Hein, donner des traces complètes, c'est un critère en mathématiques, mais nos tâches qu'on a peut-être ne permettent pas à ces élèves-là de démontrer vraiment ou comment on pourrait les amener à améliorer ce critère-là qu'on veut voir chez lui. Fait que des fois, de changer le format va nous permettre de voir autre chose, puis on peut aller travailler ce critère-là après avec l'élève d'une autre façon peut-être pour que ça lui convienne mieux pour lui. Là.
Tout à fait. Puis j'aimerais ajouter justement ces élèves-là qu'ils se font tout le temps taper ses doigts parce que leur démarche, c'est pas ça qu'on s'attend, c'est pas ça qu'on veut. Puis oui, en bout de ligne, c'est vrai qu'il faut qu'ils me l'écrivent. Ça fait partie des critères. Est-ce que je suis toujours obligée d'évaluer ce critère-là? Pas du tout. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que mon élève en début d'année, que je ne vais pas tout aller lui taper ses doigts pour ses démarches, mais je dis ça sans mathématiques, mais ça pourrait s'appliquer dans n'importe quelle autre matière. Il va vivre des succès avec d'autres évaluations, puis là, il va briller. Et là, cet élève-là, il va faire quoi? Il va croire en lui. Et là, en croyant en lui, cet élève-là, il va faire quoi? Je vais démontrer à ma prof que c'est pas juste avec de l'observation et de la conversation que je suis capable de briller. Là, je vais te montrer que je suis capable de tout chercher les aspects. Je comprends bien en mathématiques. Je me fais confiance. Parfait. C'est quoi qui me reste améliorer? Mes démarches, là, c'est un pet pour nos élèves. Là. Puis au primaire aussi, dans la grille d'évaluation, le critère 3, c'est de justifier à l'oral ou à l'écrit. À l'oral ou à l'écrit. Fait que là, tu sais, on peut comprendre aussi que, j'ajoute sur les démarches, peut-être qu'on s'éloigne un petit peu de l'évaluation. Bon, on reste dedans, mais reste quand même que si mon élève est capable de tout m'expliquer ce qu'il a fait, ultimement, pourquoi il serait pénalisé si on peut justifier à l'oral ou à l'écrit. Les questionnements qu'on peut avoir. Écoute, j'ai eu un peu le même parcours que toi, dans le sens que je visais vraiment la différenciation, moi, quand j'ai commencé à changer mes pratiques. Puis je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai moins eu peur. Parce que quand j'arrivais proche de ma fin d'étape, puis que pour 20 élèves sur 26, j'aurais pu mettre la main au feu de mon résultat, parce que mon A, même si je l'évalue 156 fois de plein de manières, il va être un A pareil. Mon B, même affaire. Il me restait 6 élèves là, qui me chicotaient, 55, 65, C, D, moi. Là, c'est dur. Bien là, je me permettais de le faire pour ces 6 élèves-là. Je les gardais en récup, j'avais des discussions, Fait que là, il n'y a rien de plus beau que ça, là. Quand tu te rends compte que tu as accès à un cerveau, que tu n'as pas accès depuis le début de l'année, puis que tu as une discussion, puis que tu te rends compte que cet élève-là comprend puis qu'il n'est pas capable de le rendre, bien, c'est magique, là. Tu sais, on est capable vraiment de lire dans leur tête, puis ça, c'est beau. Fait que moi, c'est vraiment en visant la différenciation. Puis là, je me suis dit, hey, tu sais, un coup que je l'ai fait plusieurs fois avec mes petits groupes d'élèves, à un moment donné, je me suis sentie plus compétente, plus confiante pour le faire sur mes autres élèves au régulier. Jean-Luc, j'ai une question pour toi. Oui. Dis-moi, on nous demande de mettre des notes en pourcentage dans le bulletin, mais est-ce que mettre une note en pourcentage sur une évaluation, c'est vraiment la meilleure façon de donner une rétroaction efficace juste à un élève sur la qualité du travail qu'il vient de réaliser? Bien, en fait, on va revenir au départ avec nos 2 objectifs. Est-ce que mon évaluation a un objectif de certifier des acquis ou elle a un objectif de soutenir mon apprentissage? Quand on tombe en certification des acquis, bien souvent, l'intention n'est pas tant de donner une rétroaction. On va être en fin de séquence ou en fin de module, puis on va vouloir passer à autre chose. On veut prendre une photo, un portrait. Donc, peut-être plus difficile de donner une rétroaction dans des cas comme ça. Si je suis dans des évaluations, par exemple, où là, je veux avoir un soutien à l'apprentissage, bien là, ça va être intéressant. Puis là, l'objectif va être de donner une rétroaction. Puis vous l'aviez bien nommé tantôt, là, la rétroaction, il ne faut vraiment pas oublier que ça va dans les 2 sens. Oui, c'est important de donner une bonne rétroaction à l'élève pour que l'élève il soit conscient d'où il est puis qu'est-ce qu'il lui reste à faire pour atteindre ce qu'on veut. Mais ça donne aussi une bonne rétro à l'enseignant de savoir est-ce que mes élèves ont bien maîtrisé? Est-ce que je dois revenir? Est-ce que je dois leur travailler? Donc, ça va vraiment dans les 2 sens. Mais plus on voit souvent passer là, que la rétroaction, moi j'aime bien ça, là, la rétroaction doit être USB. Je trouve que c'est une belle image, utile, spécifique et bienveillante. Donc, utile, il faut que l'élève comprenne bien vers où il doit s'en aller, spécifique sur un élément ciblé pour que ce soit clair pour l'élève, puis bienveillante pour que ce soit constructif. On va aller au-delà du bravo, là, mettons, là, mais il faut qu'il y ait quelque chose de constructif là-dedans, mais qui soit encourageant pour l'élève aussi. Fait que ça peut être intéressant. C'est super bon. Ça me fait penser, tu sais, quand je fais des productions écrites, on fait un atelier d'écriture avec mes élèves, puis tout ça, j'aime vraiment profiter du moment d'orthopédagogie après. Je m'en vais m'enfermer. J'ai la chance d'avoir un petit local là, juste à côté de ma classe. Je m'en vais m'enfermer, puis je prends mes élèves un à un, puis je leur dis, voici ce que tu fais d'extraordinaire comme scripteur. Voici ce qu'il te reste à travailler pour la prochaine fois. Puis là, on y écrit un défi, tu sais, soit à l'intérieur de son couvercle de bureau ou dans son carnet d'écrivain. Et puis là, la prochaine fois qu'on ouvre, bien, on se centre seulement sur ce défi-là, tu sais, pour essayer d'en avoir un 9 à chaque fois puis de s'améliorer tout le temps. Hey, on est rendu dans notre segment « Questions courantes des enseignants ».
On se fait un petit segment avec toutes les questions courantes en lien avec l'évaluation. Je me fais donc la parole du peuple, d'accord? Fait que je commence par toi, François, puis je te mets au défi de me répondre, monsieur le conseiller pédagogique. Puisque j'ai besoin de mettre une note en pourcentage sur le bulletin, si je décide de mettre des notes en pourcentage sur tous mes examens, est-ce que je peux faire une moyenne de ça? Parce qu'on a un système de notes, Mosaïque au centre de service ici, puis plein d'autres applications, je pense à IDOCO, entre autres, qui me permettent de faire ça. Fait que je me fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas justement quelque chose de mathématique, d'objectif, de juste de faire ça pour donner des résultats finaux? Une bonne question. C'est pas facile, ça, la moyenne. Quand on parle de ça, la moyenne, on est habitué de faire ça, à accumuler des notes puis faire une moyenne. J'ai une petite analogie pour vous expliquer ça. Si on avait 2 enfants qui apprennent à faire du vélo, le premier est super actif, il est moteur, c'est un petit garçon qui est habile, tout ce qu'il touche, il réussit du premier coup. Donc, on avait à prendre 5 traces, par exemple. De la première à la dernière, on s'entend qu'il va être habile tout le temps. Donc, au final, sa moyenne va être excellente. On va prendre l'autre garçon ou l'autre enfant, peu importe, qui, pour lui, c'est plus difficile. Au départ, on va devoir l'accompagner, on va le soutenir, il va avoir de la misère à pédaler, l'équilibre, ça va être difficile. Le lendemain, il va être un petit peu plus habile. Le surlendemain, encore plus habile. Et le dernier jour, bien, il va être quasiment au même niveau que celui qui est moteur, que le premier enfant. Donc, au final, si on faisait une moyenne avec ces 5 traces-là, à ce deuxième enfant, sa moyenne serait bien inférieure au premier. Et pourtant, au final, ils ont à peu près la même compétence à pédaler et à aller à vélo, se tenir en équilibre. Donc, la moyenne, c'est pas toujours représentatif. Il faut plus avoir une vue globale de notre élève. Et il faut, comme je disais un petit peu auparavant, laisser le temps à l'élève d'apprendre avant de porter un jugement sur son travail. Donc, après ça, une fois qu'il a bien appris puis qu'on est confortable à justement l'évaluer, là, à ce moment-là, on va pouvoir prendre des traces qui sont plus significatives. Ah, merci, super clair. Dites-moi donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'on doit évaluer en cote? Est-ce qu'on doit évaluer en notes? Puis si la réponse est en cote, bien, comment on fait pour évaluer en cote puis mettre une note sur notre bulletin final? Quel beau... Je le sais. Oui, quel beau défi, hein? Parce qu'on a quand même une contrainte qui est notre bulletin qui est en note. Hein? Ça, tu parlais tantôt d'obligation, parce que ça, c'en est une obligation de donner notre résultat en note. Mais on est dans un programme en développement de compétences. Donc, il y a un peu un petit problème. Oui, une contradiction. Oui, exact. Une contradiction. En fait, il n'y a pas de... Moi, comme enseignant, je peux décider si j'évalue en note ou en cote. Ça, c'est vraiment mon choix à moi. C'est le rendu à la fin pour le bulletin qui doit être en note. Il y a eu plein d'alternatives. Là. On a vu, par exemple, une pondération des critères. Donc, pouvoir travailler avec les critères d'évaluation, un peu comme on travaille avec des niveaux, mais on va donner une pondération. On peut travailler comme ça. Là, je vais donner l'exemple pour les maths, là, mais pour notre compétence 1 qui est résoudre des situations problèmes, bien, je vois de plus en plus d'enseignants là, au secondaire travailler avec des cotes, puis transférer la cote ensuite en note pour mettre le résultat. Parce qu'il y a des barèmes vraiment simples là, qui existent, le 100 A+, 95 A, puis là, ça descend jusqu'à... Donc, de travailler en cote puis de faire le transfert après ou la conversion après au bulletin peut se faire, ou de faire une pondération au fur et à mesure aussi. Mais effectivement, l'enjeu, c'est vraiment l'idée qu'on travaille en compétences puis de travailler avec une moyenne de notes dans un développement de compétences. Bien, il y a un peu une contradiction là-dedans, mais c'est ça. C'est pas simple non plus. De là, encore une fois, on revient à notre triangulation des traces. C'est là que ça devient intéressant. C'est que si j'ai une moyenne obtenue, bien, peut-être que par mes autres types de traces, je vais pouvoir venir moduler ce résultat-là ou utiliser mon jugement professionnel pour dire, finalement, peut-être que cet élève-là vaut plus ça ou ça, mais ça va me prendre des traces en lien avec mes critères, comme on a dit tantôt. Justement, en parlant de traces, là, combien il en faut des traces, des bonnes traces pour porter un jugement sur chaque compétence? C'est vrai qu'il faut 3 traces pour avoir un jugement. Où tu as vu ça, François? Tout le monde le dit tout le temps. On entend ça là, à travers les branches. Mais je vais encore répondre de la même réponse que j'ai donnée tantôt. Ça dépend. Ça dépend encore de quoi. Ça dépend de mes traces. C'est sûr que si j'ai seulement des tâches je reviens encore aux objectifs, pour certifier mes acquis, bien, ça se peut qu'une ou deux, je sois un petit peu dans le trouble, là, parce qu'un élève peut avoir eu 90 à sa première, puis 60 à sa deuxième. Je fais quoi avec ça? Comment je...
Mais si j'ai des plus petites traces, plus régulières, qui m'ont permis de donner de la rétroaction, puis moi, ça m'a permis d'observer puis de développer mon jugement avec des grilles ou quoi que ce soit, bien, peut-être qu'avec ces 2 traces-là, plus que j'ai, peut-être que ça pourrait être suffisant, par exemple, pour mon bulletin de première étape. T'sais. Moi, ce que je dis à mes mentorés, c'est quand tu es confiant, c'est suffisant. Voilà. S'il te reste encore des questionnements, bien, ça se peut que pour cet élève-là, tu aies besoin d'une trace de plus, 2 traces de plus. Puis on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir le même nombre de traces par élève pour porter un jugement non plus. T'sais. Exact. J'ai une autre question, Jean-Luc, conseiller pédagogique en mathématiques, extraordinaire. Ah oui? Oui. Est-ce qu'on peut évaluer ça, un travail d'équipe? Ah, tu t'en vas dans le travail d'équipe? Oui. Ben oui, ben prenons l'exemple, on retourne dans notre triangulation, prenons notre exemple d'élèves qui travaillent en équipe, puis moi, je peux les observer, par exemple. C'est un beau moment parce qu'habituellement, si je fais travailler mes élèves en équipe, c'est parce que je veux avoir une interaction probablement, donc probablement des conversations entre les élèves, puis moi, je vais pouvoir observer aussi le travail qu'ils sont en train de faire. Donc, je comprends l'idée, quand on se questionne à la question que tu m'as posée, souvent, c'est parce qu'on fait le lien avec une production. Donc, une production en équipe, c'est pour ça que des fois, on se dit, bien, c'est la même production pour tout le monde. Bien, alors, est-ce que je peux en profiter, moi, pour évaluer d'une autre façon d'aller sur mes autres côtés de triangle pendant que mes élèves sont en équipe, et là, je pourrais observer autre chose. Bien oui, je peux prendre la production de mes élèves quand même, mais je peux aller observer autre chose. Fait que oui, on peut faire ça aussi. Alexandra, est-ce que tu le fais, toi? Oui, absolument. Mais c'est sûr que mon intention, elle est toujours réfléchie avant, puis je lance pas une production, tu sais, je dis standard entre guillemets, et là, OK, tu le fais en équipe. Il faut que ce soit réfléchi, il faut que nos intentions soient claires, et au besoin, moi, ça arrive des fois que je choisis les équipes, puis je les regroupe pour que mes élèves puissent se démarquer ensemble. Et que les deux se nivellent vers le haut et non que, ben là, il y en a un qui va tout faire la job et l'autre, il fera rien. Ouais. Donc, quand c'est réfléchi, moi, je trouve que c'est totalement légitime de le faire. Puis, au contraire, c'est le fun, ça motive les élèves, ils aiment ça. Puis, ils se nivellent vers le haut parce que chacun apporte des discussions à l'autre. Puis, ça apporte des tellement merveilleuses réflexions après ça. Je me rappellerai tout le temps, Jean-Luc, à un moment donné, j'avais une formation avec toi, puis vous nous aviez donné, quand j'étais moyenne enseignante, jeune enseignante. Je sais pas si j'étais jeune, parce que toi, tu es très, très vieux, fait que à cette époque-là, c'est une blague. Jean-Luc a mon âge en passant. C'est ça. Ah oui, on est quand même collés. Mais bref, tout ça pour dire... C'est ça. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, on était assis, puis tu nous avais donné une feuille, une résolution de problème à faire comme enseignant. Là, tu nous mettais dans une posture d'élève, puis c'était une genre de résolution de problème, un problème à trous, puis ils nous avaient dit, OK, commencez par faire ça là, tout seul. Puis ça a pris, je dirais, 45 secondes avant que tout le monde se tourne les uns et les autres et se mette à travailler en équipe parce qu'on n'y arrivait pas seul. Puis tu nous l'avais fait remarquer. Avez-vous vu comment le premier réflexe, c'est de se tourner vers l'autre pour travailler avec l'autre et comment vous êtes allé plus loin? Est-ce qu'au final, cette note-là, ce résultat-là, ne nous appartient pas? Je ne suis pas sûre de ça. Ouais, ça nous appartient même si on l'a fait ensemble. Alexandra, j'ai une petite question. J'en ai une autre pour toi, une petite question. Quel conseil tu donnerais à un enseignant qui veut modifier ses pratiques? Bien, premièrement, de se faire confiance. Je pense qu'on est les premiers à savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire et qu'est-ce qu'on peut faire comme changement qui va être bénéfique pour nos élèves parce que nos intentions vont toujours être bonnes. Et ça, peu importe, nos parents, on va, comme tu l'as dit au début, Pascal, de l'introduire à nos parents, à notre direction, à nos collègues. Il n'y a aucun frein à ça. Y aller progressivement aussi. Moi, j'ai ajouté une chose à la fois chaque année. Puis même mes collègues en début d'année, là, je suis arrivée super confiante de ce que je faisais. Hey, moi, là, je fais tout différent. Ça vous tente-tu? Et là, au début, je fais déjà, oh non, peut-être. J'ai eu une petite réticence. Puis là, mes collègues ils ont appris à me connaître. Ils m'ont vu aller. Ils ont fait, oh mon Dieu, j'aime ça, ce que tu fais. Puis progressivement, mes collègues sont merveilleuses. Ils ont décidé d'embarquer avec moi. Hey, parfait, je vais prendre ça. On va le faire ensemble. On va le travailler ensemble. On va le moduler ensemble. Puis là, tous mes collègues ont commencé à... Ils ont toujours fait du bon travail, mais on a une belle collaboration que maintenant j'ai parce que j'ai décidé d'aller progressivement et pas d'imposer quoi que ce soit, mais parce que moi, là-bas, je me suis fait confiance et j'étais en mesure de... Avant-gardiste, si tu veux, là. Ouais. Un petit peu... Aller voir, j'ai été voir ma direction aussi, dire, hey, regarde, moi, c'est ma façon de faire, elle est différente. Est-ce que ça te convient? Aller voir un CP aussi. On en a des ressources, c'est juste que des fois, on pense pas à aller les chercher, mais on n'est vraiment pas tout seul. Puis si on a envie de changer des choses, mais qu'on ne sait pas du tout quoi faire,
même des fois, mais c'est ça que mes collègues me disent, hey, c'est hot ce que tu fais, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Bien, va les voir, ces gens-là. Va leur poser des questions et ça va tellement leur faire plaisir. Moi, quand mes collègues viennent me voir, je me dis, Caroline, je viens de commencer, j'ai gradué il y a 2 ans. Mes collègues, c'est moi qui viennent me voir, ça me fait. T'es fière. Ben oui, je suis fière. C'est un petit bonbon, ils viennent me voir, ça me fait plaisir de les aider, là. Donc, clairement, on a une belle collaboration, une belle communauté qu'on peut aller chercher. C'est tellement agréable de travailler avec Jean-Luc Lemieux, en plus. Je suis sûre. Non, mais tu sais, un autre beau petit pas qu'on peut faire aussi avant d'aller, mettons, vraiment dans notre triangle, là, on peut déjà commencer à varier nos productions aussi. Ça peut déjà être un premier pas qu'on peut faire, de ne pas hésiter à demander de l'aide. On l'a dit, prendre un risque pédagogique, c'est pas simple tout seul. Tu le fais bien, Alexandra, tu diffuses dans ton milieu, ça, c'est vraiment excellent. Puis, tu sais, puis ne pas oublier non plus que ça va... Tes pratiques évaluatives, je l'ai dit tantôt, là, mais vont avec tes pratiques pédagogiques. Fait que si je veux commencer à voir d'autres éléments, bien, je peux commencer juste par une petite discussion mathématique en classe. Je n'irai pas porter d'observation tout de suite, mais on va travailler de façon différente. Les élèves vont voir un peu où on s'en va, vont comprendre ce qu'on s'en va. Et là, à un moment donné, quand ça commence à devenir plus facile, bien pas plus facile, là, mais que les élèves comprennent bien où on s'en va, bien là, on peut commencer à porter notre regard, puis là, commencer à aller observer. Puis, c'est des petits pas. Je pense qu'il faut vraiment viser des petits pas. C'est trop épeurant, sinon. Moi, je dis, on vise une évaluation, puis on va essayer de le faire, puis si ça ne marche pas, on revient en arrière. C'est pas grave, tu sais. Puis, ou je le fais, puis là, je me dis, OK, je vais me donner une petite pause d'1 mois, puis dans 1 mois, quand je me sentirai solide, je recommence, tu sais. Fait que vraiment viser des petits pas, c'est... Faut pas voir le triangle comme un triangle... Hey, là, je vais faire des maths. Faut pas voir le triangle comme un triangle équilatéral en partant. Hein, on peut avoir un triangle avec un plus grand côté, avec un autre plus petit côté, puis commencer tranquillement. Il n'y a pas d'obligation à s'en aller dans tout ça en même temps. Magnifique analogie mathématique. Merci beaucoup. Hey, merci infiniment, Jean-Luc et Alexandra, pour vos partages, pour vos précieux conseils. Ce qui ressort de cette discussion-là aujourd'hui, c'est que l'évaluation, ça peut devenir un levier puissant pour soutenir l'apprentissage, pour valoriser des forces d'élèves. Aujourd'hui, je pense que vous avez compris que loin de nous, l'idée de mettre une pression supplémentaire sur les épaules des enseignants qui sont déjà chargés, cet épisode-là, ça se veut un épisode qui inspire puis qui sert à semer des graines pour initier des pratiques. Absolument, Pascal, je suis d'accord avec toi. Repenser ces pratiques d'évaluation, là, ça demande du courage. Puis, mais c'est enrichissant. Au bout de la ligne, de se questionner sur nos pratiques, là, c'est sûr que ça va nous faire grandir comme enseignants. Donc, merci beaucoup pour votre partage, les amis. C'était très enrichissant pour moi, en tout cas. Et merci aussi aux auditeurs. Merci. À très bientôt pour un prochain épisode sur le grand monde de la formation professionnelle qui est assez méconnu. On va parler du changement de posture que ça implique comme enseignant et on vous donnera des trucs et des astuces pour y parvenir. À bientôt. À bientôt.